Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Oui, pour toi, ça fait aucun doute. C'est Livingstone qui te parle de l'au-delà. Autant pendant des années, t'as été médium, mais plus charlatan. Autant là, tu viens d'avoir un vrai contact avec l'au-delà. Et ça, la terreur que ça t'inspire, en fait, est contrebalancée par l'allégresse que t'as de cette découverte. Et c'est à ce moment-là que, à travers les sifflements, tu entends à nouveau cette voix. Rod, c'est encore Livingstone. Tu n'as pas le temps de te poser des questions. J'étais stupide. Je pensais que le livre invoquait une entité du nom d'Abolos, mais j'avais tort. Abolos est le livre. On est le soir. Et à ce moment-là, dans la jungle, tu entends... C'est comme si c'était plusieurs personnes ou... Ouais. C'est comme si c'était plusieurs personnes ou plusieurs... Peut-être la créature que t'as entrevue, l'espace d'un instant, d'autres soirs. J'ai l'impression que c'est qu'une seule voix étrange ou plusieurs. Plusieurs voix étranges. Qui psalmodient dans la jungle. Alors je me demande si... Alors que la brume envahit le campement. Si les gens qui ne sont pas morts sont devenus des adeptes de cette entité et que le livre a fait son œuvre sur l'île. Du coup, je me dis que j'ai aucun espoir de survie. T'as le feu qui t'éclaire un petit peu dans cette brume. Tu l'alimentes encore ou tu le laisses s'éteindre ? Il est quelle heure là Il est 8h du soir. Non, je l'alimente. Tu l'alimentes, tu remets du bois, donc il reprend un peu vivacité. Et alors qu'il reprend la vivacité, à 3 mètres de toi, dans la brume, tu vois un homme qui se dresse, avec des bras qui sont dans des formes étranges de part et d'autre de lui. Et il est un peu tordu. Son visage est comme retourné ou incliné sur le côté. Et il a les traits de Walter. Tu viens de voir ton compagnon sous la forme de ces créatures qui a donné ce chant. Il vient de disparaître, il était là il y a un instant. Est-ce qu'il était vraiment là ? Est-ce qu'il n'était pas là ? Tu ne sais pas, mais il était là à 3 mètres de toi dans la brume. Je cours dans la brume. À sa rencontre. Je prends, si je peux, un morceau de bois enflammé. D'accord. Une sorte de torche de fortune. Et oui, c'est... De désespoir, je cours vers... Le désespoir, tu prends une torche, tu cours dans la brume. Et alors que tu cours dans la brume avec ta torche, tu t'aperçois à une vingtaine de mètres de toi, qui, par flash, à gauche, à droite, devant peut-être, ces créatures. Tu t'aperçois, tu comprends, tu réalises qu'en fait, quand elles sont éclairées par de la lumière, tu les vois, et sinon tu ne les vois pas, mais elles sont toujours autour de toi. Je fais des mouvements comme ça avec ma torche en reculant, je fais... Partez, laissez-moi tranquille. Et puis je cours dans le sens inverse vers mon campement parce que je suis effrayée. Tu recules terrorisé, effectivement, tu arrives dans ton campement comme ça en agitant. Et en fait, quand tu agitais, tu les voyais, elles étaient autour de toi, presque en cercle, et t'es certaine, c'était ces créatures qui chantaient autour de toi non loin. C'est les mêmes créatures que t'as vues dans ton campement l'autre soir. Et tu sais que si tu laisses le feu s'animer, peut-être tu en apercevras une fois de temps en temps. Et s'il s'éteint, tu ne les verras pas, mais elles seront là. Qu'est-ce que tu fais ? Je retourne à mon campement et
je pleure parce que d'épuisement mental, parce que là je pense bien avoir vu Walter. Je sais pas si je suis folle, si j'ai des hallucinations ou si ce livre ressuscite les morts, enfin on fait des créatures. J'espérais pouvoir le retrouver, mais alors s'il est transformé en créature, c'est encore pire. Et puis je me dis que je suis seule, saine d'esprit sur cette île. Je pense que voilà, je pleure et puis après d'épuisement, je pense que je vais m'endormir et avec dans l'espoir demain de rallumer la radio, c'est tout ce qui me reste D'accord. de contact avec une personne. Peut-être aussi tu comprends mieux pourquoi il n'y avait pas tant de corps que ça sur l'île. Bah, si je crois ça, si je crois vraiment que c'est quand même dur à croire. Hein. Tu t'épuises. En tout cas, tu es épuisé, tu t'endors d'épuisement après avoir pleuré. Tu te réveilles avec une migraine terrible parce que voilà, t'es épuisé psychologiquement, physiquement, t'en peux plus. Et au matin, quand tu te réveilles, tu retrouves les yeux et vers l'est, au niveau de la plage, là, quand tu regardes par là-bas, un peu vers l'avion aussi. En fait, ça surprend, il y a un truc qui te choque par rapport à la veille. Et tu regardes et tu t'aperçois qu'en fait, par rapport à la veille, derrière l'avion, en allant plus loin, en fait, il y a un grand python noir qui est apparu dans l'île. Il te semble avoir apparu, alors tu l'avais pas vu avant à cause de la brume. Mais là, il est visible, un grand python noir. Tu vois, tu pensais à un moment que la jungle qu'il n'y avait pas de relief, et là, tu t'aperçois qu'il y a un relief en plein milieu de l'île. Je suis sûre que c'est de la roche. Oh oui, t'en es convaincu. Mais le reste, c'est comme la veille, il n'y a que ça qui est nouveau. Oui, il n'y a que ça qui est nouveau. Il n'y a que ça qui est nouveau, mais c'est de la lave noire, tu penses. Et ça doit faire plusieurs centaines de mètres de hauteur. C'est un truc très impressionnant. Tu penses qu'elle est proche de la mer. De l'autre côté, en fait. Là où t'es pas allé encore. Je vais voir. Enfin, j'essaie de connecter la radio déjà pour voir s'il y a un message et puis. Donc ça siffle toujours et tu n'as aucun autre. Tu n'arrives pas à recontacter Livingstone. Comment tu t'équipes? Bon, avant d'y aller, je bois et je mange un fruit. J'ai pas de sac à dos, j'ai rien là. Non, mais avec son parachute, si le sac à dos, le parachute est dans un sac, donc tu peux en faire un sac à dos. Je sais pas si je peux prendre quelques fruits. J'ai pas de gourde, j'ai rien de tout ça. Si, t'avais une flasque que t'as récupérée. Je mets de l'eau dans la flasque. Si c'est pas trop lourd, c'est sûr, je prends mon harpon. Je sais pas pourquoi, mais je prends le carnet. Et puis je prends je sais pas si j'ai la pierre qui m'a servi à allumer le. Bah, tu peux prendre une torche, si tu veux. Oui, mais pas allumée. Ouais, je prends le revolver. Tu vas traverser la jungle. T'entends plus trop les bruits d'animaux. T'entends des cris gutturaux. Ce que tu prenais pour une bête, peut-être qu'en fait c'était pas une bête. Et t'as l'impression que ça te suit, c'est autour de toi. Mais t'arrives, ça te prend la journée de traverser cette jungle oppressante. Et t'arrives, le jour est en train de descendre. Tu vois, il est vers 17h. Tu sens que le soleil commence doucement à descendre derrière la jungle, à se mettre sur l'horizon. Et devant toi se dresse ce grand python de lave. Et il y a une pente entre pente et escalier, si tu veux, qui semble monter un petit peu.
à flanc de ce piton, pas jusqu'en haut, mais peut-être à quelques mètres de hauteur, peut-être une vingtaine de mètres, il semble avoir comme une anfractuosité. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir. Donc t'es au pied de ce grand piton de lave, avec cette espèce d'escalier dans la roche basaltique qui va monter vers une anfractuosité sombre. Le jour a baissé, tu es en bas, qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'allumer ma torche et puis d'entrer dedans. D'accord, donc tu prends ton silex, tu essaies de gratter et de refaire du feu pour... je suppose que tu avais imbibé ta torche, peut-être il y avait peut-être de l'alcool dans la flasque, je sais pas, tu vois, quelque chose comme ça, et tu te fais une torche, et tu gravis les quelques marches. Tu montes comme ça sur une dizaine de mètres, et quand tu arrives à l'entrée de cette anfractuosité, c'est une grotte en fait, c'est comme une grotte qui s'enfonce dans le piton. Et tu vois par terre un livre à la couverture métallique avec des charnières métalliques, une couverture très très usée par le temps, avec du papier très vieux, très imbibé. Tu sais que c'est des vieux manuscrits très fragiles. Et à côté, tu vois des vêtements déchirés, maculés de sang, des vêtements d'aviatrice. J'essaye de prendre le livre pour... Alors tu t'approches, tu fais quelques pas pour entrer dans la grotte pour t'avancer près du livre, et à ce moment-là, du fond de la grotte, tu sens un mouvement, quelque chose qui bouge. Et il y a une espèce de masse qui va commencer à sortir devant toi. Une masse avec des espèces de vrilles, peut-être des sortes de tentacules comme ça, avec du tissu membrané entre les différentes vrilles, comme un gros poulpe, quelque chose comme ça. Et des yeux insectoïdes et une bouche un peu qui ressemble à un bec de calamar, quelque chose comme ça, et des yeux dans ces membranes, des yeux pas humains, pas animal, une créature terrifiante, gigantesque, qui fait peut-être 3 ou 4 mètres d'envergure. Tu savais que tu affrontais quelque chose de terrible, tu savais à quoi t'attendre. Et la créature est devant toi et tu la sens se rapprocher et lancer un de ses tentacules vers toi. Un de ces tentacules qui t'effleure en fait. Il n'arrive pas à t'attraper le bras, tu vois, il se met autour de ton bras, puis en fait toi t'es assez leste pour l'enlever. Mais tu sens en fait juste, il a été en contact avec toi. Tu vas perdre 1 point de santé parce qu'en fait, te déchire la peau. Tu t'aperçois qu'en fait, c'est ce que tu pensais être des tentacules, c'est presque métallique, c'est presque de l'acier. Et il vient de t'écharper, en fait, tu comprends peut-être un peu mieux comment les restes que tu as pu voir sur les corps. Donc il t'a lancé ces tentacules, tu l'as évité, tu as échappé avec ton bras. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de d'enflammer le livre. D'accord, tu jettes ta torche dessus, Non, j'essaie de maintenir... sauf si je suis à côté, j'essaie de maintenir ma torche. Si je suis loin, j'essaie de poser la torche sur le livre et de... D'accord. Est-ce que c'est ta volonté absolue de faire ça? Parce que tu sais que ce livre est d'une grande importance. Ouais, parce que je suis foutu, en fait, je vais sortir de l'île. Peu importe la connaissance qu'il y a dans ce livre, tu mets ton... J'ai compris le message de Livingstone. Donc résolu, tu décides de brandir ta torche contre le livre, tu sens les pages qui commencent à s'embraser, parce qu'elles sont un peu parcheminées si tu veux, et à ce moment-là t'entends des sifflements, des cris de la créature en fait qui commence à reculer, et elle est coincée dans cette grotte, elle peut pas s'en échapper en fait, elle était juste, tu la voyais pas au départ, c'est ta torche qui l'a un peu illuminée, et alors que le livre brûle, et tu sens une odeur épouvantable de vinaigre et de méthane qui t'assaille, et alors que la créature, tu la vois de moins en moins comme si elle devenait à moitié transparente, à moitié comme si elle était évanescente. Et quand le livre finit par se consumer, la créature n'est plus là, elle a disparu. Tu n'as pas vu périr, tu l'as vu disparaître. Comme si tu l'avais chassé de ce plan. Toi qui es médium, peut-être on comprend un peu mieux ces notions. Je
J'essaye de récupérer les cendres du livre dans je sais pas quoi, enfin un réceptacle. D'accord. Et mon objectif, c'est de les mettre moi-même dans l'océan, peut-être attacher une pierre que je trouve pour vraiment accomplir les volontés de Livingstone. Ouais, et pas juste éparpiller les cendres au vent, parce que ça pourrait retomber sur la terre vraiment. D'accord. Tu vas retourner à ton campement, tu vas essayer de t'alimenter et tu n'entends plus de bruit perturbateur, la brume a disparu. Tu arrives à contacter des gens avec ta radio qui ont envoyé un cargo en fait c'est un cargo qui capte ton signal de détresse qui va se dérouter pour venir à l'endroit que tu lui indiques. La personne ne revient pas de ce que tu indiques parce que l'endroit où tu es, il y a aucune île qui est indiquée sur les cartes. Et toi tu vas essayer de t'encaisser le coup en fait, de t'alimenter, de survivre jusqu'à ce que l'arrivée des secours, et tu t'aperçois au fur et à mesure que les arbres pourrissent, s'écrasent, disparaissent au fur et à mesure. Tu t'aperçois qu'il y a des morceaux de roches qui tombent dans l'océan et que la plage se rétrécit peu à peu. Tu as l'impression que le cargo a intérêt de se dépêcher, sinon tu vas devoir nager et survivre dans l'océan car l'île semble disparaître sous toi. Et finalement, les secours te récupèrent et quand tu te retrouves dans un canot de sauvetage en direction du large, tu vois l'île disparaître dans les flots, dans une gerbe d'eau. Et alors que le canot te mène jusqu'au cargo, sous toi, tu distingues une grande ombre, longue et noire. Je ne sais pas ce qui va devenir Rina par la suite. Peut-être que tu le sais. Ou pas. Elle va... Elle va essayer de mentir pour pas être internée par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je pense quand même qu'elle va passer quelques mois dans un hôpital. Mais son objectif, c'est de pouvoir sortir de l'hôpital et de devenir encore une plus grande médium, ou alors une femme qu'on va inviter dans les salons parce qu'elle va raconter des histoires fantastiques qui vont faire peur aux riches qui s'ennuient, et tu sais, une sorte de comme le médium russe là, Rasputin. Voilà, s'inspirer de lui pour profiter de ce qu'elle a vécu, pour raconter des récits extraordinaires, de dire qu'elle a entendu, qu'elle a communiqué avec un homme mort et donc elle a pu, etc. Aller encore plus dans son charlatanisme, et toujours elle gardera le souvenir de Walter, et donc elle se remettra sûrement jamais avec personne, mais d'accord, ou pas longtemps, mais en essayant d'amasser suffisamment d'argent pour vivre confortablement. Donc en fait, tu seras pas interné très longtemps, tu seras reposé parce que les marins confirment qu'ils ont vu l'île s'effondrer. Donc ils se disent que c'est peut-être l'émergence à cause volcanique d'un truc, un mouvement de terrain, et donc que tu t'es retrouvé là. Ton bateau a dû s'échouer dessus parce qu'elle a dû surgir en fait. Et quand il note ce phénomène, donc tous les marins confirment ta version. Et tu vas faire tout ce que tu as dit. Et peut-être que quand t'es chez toi, tu sais que dans cette caisse recouverte d'un apron peut-être qui fait office de table basse, ou qui est dans un coin de chez toi, il y a la radio que tu as gardée avec toi. Et tu sais, ça te trotte dans la tête. Tu sais qu'un jour, tu la rallumeras pour à nouveau essayer de contacter Livingstone, Walter ou quelqu'un de par-delà le mur du sommeil. Et ainsi se terminent Les Dévoreurs dans la brume. Nous avons joué ce scénario en one-to-one,
Nous espérons que vous avez apprécié son écoute. Vous trouverez ce scénario dans les aventures extraordinaires de Cthulhu Gumshoe. À très bientôt sur Obscurlist. Ça t'a plu ? Je suis mitigée. Je suis très agréablement surprise de la fin. Parce que c'est possible, hein, ça existe, hein, mais moi je suis pas du tout fan des scénarios fatalistes où en fait quoi que je fasse c'est la même fin. Donc je pensais que j'allais crever avec la bestiole, j'allais peut-être cramer le bouquin et puis après c'était la fin. Et alors si c'était ça, ça m'aurait beaucoup déplu. Non, en fait, si tu brûlais pas le livre, tu te faisais attaquer par la bestiole et c'était très difficile de s'en sortir, ou alors tu devais fuir. Mais si tu brûlais le livre, effectivement, comme la bestiole c'est le livre, c'est comme ça qu'il s'incarne. C'est son point faible. Et tu l'as tout de suite compris, donc. Moi, j'ai du mal avec quand il n'y a pas d'espoir. Ouais. Pour achever le scénario, tu devais apprendre qu'il y avait un grimoire sur l'île, découvrir que le grimoire était une entité et détruire le grimoire. C'était ça. Et en fait, c'est un scénario qui est complètement différent des enquêtes habituelles de Cthulhu. C'est un truc où ça commence un peu comme Bing et pas Lost, etc. Tu te retrouves échoué sur une plage, tu dois survivre. Alors normalement c'est pour un groupe de joueurs, donc il y a tout le monde qui joue vers la survie et qui s'occupe de faire des jeux. Je l'ai fait en version rétrécie en fait pour une seule joueuse parce que sinon t'as un comptage des vivres, des machins, etc. J'ai une feuille entière de tout ça et avec éventuellement il y a pas tellement de rivalité à avoir, tu vois. Alors tu pourrais avoir peur du flic qui est machin, mais en fait t'en es plus là quoi. À ce stade-là t'es sur la survie et tu vas découvrir que en fait, les rêves que t'as eus, c'est les rêves qu'a vécu Livingstone. En ordre antéchronologique, c'est-à-dire que t'as vécu celui où il a attaqué la cérémonie où ils avaient sacrifié un enfant, et avant, c'était le vieux qui disait qu'il allait y avoir une cérémonie et que t'allais aller pouvoir le faire, etc. Et en fait, c'était plus sur éprouver l'horreur de ce que c'était en fait, de cette île inconnue, de pourquoi t'es là, comment. Alors déjà pour survivre, tu t'es remis un naufrage, mais t'es la seule survivante, t'es tout seul. Puis c'est vraiment étrange ce qui se passe, les arbres qui sont bizarres. Et puis tu vois Walter, quoi, ton compagnon qui s'est transformé en créature. En fait, le livre il a fait émerger cette île-là parce qu'en fait il était avec l'avion de route, il a fait c'est émergé toute seule par la volonté du livre en fait, qui est l'entité, et l'avion s'est écrasé et il a fait croître de façon trop rapide, si tu veux, la végétation. C'est pour ça qu'elle est un peu difforme et distendue, y compris les os des animaux. Si tu chassais des animaux, ils avaient des os bizarres et tout ça. Pas trop les poissons parce qu'ils sont dans l'eau, donc pour le coup les poissons non. Et en fait les marins japonais ils se sont crachés parce qu'en fait ils avançaient et puis l'île c'est jailli devant eux, donc ils sont pas allés dessus. Il y a eu un survivant mais qui s'est fait emmener dans la jungle par des créatures, parce qu'en fait le livre en fait il va corrompre les âmes des gens qui meurent. Il va les transformer en dévoreurs, ces créatures humanoïdes difformes qui ressemblent un peu à des zombies mal agencés, parce qu'en fait il recolle des morceaux comme il peut, il est un peu n'importe comment, il n'a pas de notion d'anatomie si tu veux, donc ça fait des espèces de créatures bizarres qui viennent et qui jouent un peu avec leur proie, qui les chassent, il aime bien leur faire peur, que la peur monte et ça, pour ensuite les tourmenter maximum pour que quand ils meurent et que dévorés, quoi, attaqués par les dévoreurs, leur âme soit complètement vriller pour en refaire d'autres dévoreurs plus avant. C'est comme ça qu'en fait tu t'es réveillé tard parmi les naufragés, peut-être une des dernières, et il y en a qui avaient déjà été transformés, dont Walter, mais pas le flic que t'as vu sur la plage par exemple. Si t'étais retourné voir le flic, peut-être pas en 2-3 jours, mais peut-être si ça avait duré plus longtemps, peut-être tu l'aurais pu retrouver. Tu aurais retrouvé que ses vêtements et il se serait transformé. Mais c'est pour ça les vêtements avec la peau, machin. Ouais, en fait, ils se font. Il est mort, le gars. Il s'est fait attaquer par un dévoreur. Il est mort, et en fait, après, quand il s'est réveillé en tant que dévoreur, il a laissé comme des zombies, tu vois, qui laissent des morceaux de chair accrochés aux vêtements parce qu'ils avancent et voilà.
Et dans l'eau, Dans l'eau, c'est juste des calmars géants. C'est là pour faire monter la peur, si tu veux, et c'est surtout pour les vieux routards de Cthulhu, qui disent ils disent dedans, si les joueurs identifient ça comme des êtres cthulhuides, eh ben ils perdent de la santé mentale, ils perdent des points d'équilibre mental. Alors que s'ils rationalisent ça très avec la biologie en disant c'est peut-être des grands calamars et tout ça, ils en perdent pas. En fait, c'est pour défavoriser ceux qui font du bêta en quelque sorte. Et je trouve ça intéressant pour le coup. Mais alors c'est les zombies là qui psalmodient. Ouais, c'est ça.